Je vais maintenant vous présenter nos panélistes pour cette section. Paulette Lewis, Ariel Gomez et Angela Persson. Paulette Lewis est infirmière praticienne à la clinique rénale de soins multidisciplinaires du Scarborough Health Unit. Elle s'occupe principalement des patients au stade 5, comme on l'appelle, de l'insuffisance rénale chronique. Elle travaille en partenariat avec les patients pour les préparer à une transition rapide vers la modalité qu'ils ont choisie de dialyse, on s'entend, en mettant l'accent sur l'autogestion et les soins partagés. Paulette se consacre à aider ses patients à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir gérer leurs problèmes de santé. Ariel Gomez a reçu un diagnostic de néphropathie à l'IGA en 2000. Son état est resté relativement stable jusqu'en 2014, mais à cette date, il est devenu patient atteint de maladie rénale chronique. Il avait initialement prévu de faire une dialyse péritonéale, mais a fini par faire une hémodialyse sur place à la place. Et jusqu'à ce 3 mois après, où il a reçu une greffe de rein de sa sœur en mars 2018. Il est actuellement bénévole pour la Fondation du Rein dans le cadre des programmes de soutien par les pairs et participe à des réunions virtuelles de groupes de soutien par les pairs et à la campagne annuelle de collecte de fonds de la Marche du Rein. Angela Persson est une patiente atteinte d'une maladie rénale et une bénévole auprès de la Fondation du Rein. Elle dit avoir réalisé très tôt dans son parcours qu'en s'informant le plus possible, elle serait mieux préparée à l'automne dernier lorsqu'elle a dû commencer la dialyse. Angela a dit que bien qu'elle se soit préparée mentalement, elle avait encore beaucoup de questions quand le moment est arrivé. Elle est heureuse, a-t-elle dit, d'avoir commencé la dialyse au moment où elle l'a fait pour ne pas avoir à subir un démarrage brutal, comme elle l'appelle. Et finalement, nous aurons Lisa comme modératrice. Elle est patiente depuis plusieurs années. Elle a connu tant la dialyse péritonéale que l'hémodialyse en 1995. Elle a reçu un rein donné par sa mère. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. En 1997, elle a reçu une greffe rénale. Et, son nouveau rein provenait d'une donneuse de 24 ans qu'elle a reçu cette année. Donc, elle veut partager avec nous et elle dit: je vis chaque jour au maximum avec une attitude positive. Bienvenue à Lisa, bienvenue à tous et chacun d'entre vous. Lisa, je te cède la parole et on va y aller. Merci Craig, merci tout le monde, bienvenue. Alors pour commencer aujourd'hui, nous allons poser une question de sondage. Rosanna, est-ce que tu veux bien mettre la question de sondage et on va partir de là? Donc, ce que nous espérons faire aujourd'hui, je sais que nous allons entendre différents conférenciers l'un après l'autre. Il y a une personne qui s'est pas mal préparée avant d'aller en dialyse, l'autre a connu un départ assez brutal. Alors, on va entendre Angela nous conter son histoire. Et si vous avez des questions, inscrivez-la dans le calendage. Oh, je suis désolée, c'est Paulette qui va commencer. Excusez-moi, Paulette. Donc, Paulette va partager sa présentation en commençant. Oh, je m'apprêtais à relaxer, à commencer. Bon. So, good evening, everyone. Donc, bon après-midi tout le monde. There we go. Voilà. Good afternoon, everyone. Alors, bon après-midi tout le monde, dis-je. Merci de m'inviter à parler. Ma présentation s'appelle qu'est-ce qui va se passer si je dois commencer la dialyse? Nous allons regarder l'aventure d'un patient d'une perspective de soins de santé. Alors, Monsieur Covid Begun est un homme de 55 ans, marié avec des enfants d'âge adulte. Il avait une maladie chronique depuis environ 5 ans. Sa créatinine était stable à 400 millimoles par litre
avec un GFR de 12 Il avait été informé, avait été formé, mais ne voulait pas décider. Et il disait, je travaille très fort pour ramener ma fonction rénale à 15 donnez-moi du temps. Malheureusement, sa fonction rénale continuait à chuter, elle a chuté jusqu'à 9 et il a reçu davantage d'informations. Il a commencé à planifier une dialyse. Monsieur Covid et sa femme étaient assez fâchés parce que, bon, ils avaient une certaine crainte, ils ne voulaient pas prendre de décision quand ils se sentaient bien. Alors, ce dernier taux de créatinine était à 100 millilitres par mol par litre et le GFR était de moins de 5 millilitres par et malheureusement, il voulait attendre, il ne voulait pas commencer tant que la COVID l'épidémie de COVID était là et bon, ses symptômes ont empiré et il a dû être admis et a dû commencer la dialyse d'urgence. Il n'avait plus d'appétit, avait de la nausée, etc. Donc, quel est le meilleur moment pour former, préparer les patients pour la dialyse? Le réseau rénal ontarien a des lignes directrices et fournit des ressources et on parle d'un algorithme de soins rénal. Ça dit qu'on devrait commencer à préparer les patients lorsque la fonction rénale est entre 21 et 25 C'est là que vous commencez à éduquer les patients. Au moment où les reins ne fonctionnent qu'à 11 ou 15 nous devrions avoir un plan, par exemple, avoir un donneur vivant et travailler pour la greffe. Il faudrait également penser à prévoir un accès pour la dialyse. Bon, il y a tout un processus dans la préparation pour la dialyse. Donc, on éduque sur les différentes options, les différentes modalités. Il faut référer cette personne à une équipe vasculaire, un chirurgien, pour pouvoir créer une fistule ou ce que nous, à Scarborough, on appelle un chirurgien donnant accès au corps pour évaluer la possibilité d'insérer un cathéter. Donc, pourquoi est-ce que la préparation est si importante en temps opportun? Eh bien, c'est qu'il y a plusieurs étapes pour préparer quelqu'un pour une dialyse. Par exemple, si vous choisissez l'hémodialyse, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, vous devez être référé à un chirurgien vasculaire, ce qui peut prendre un certain temps avant d'avoir un rendez-vous. Ensuite, on fait une cartographie veineuse pour déterminer la taille des veines et voir si on peut créer une fistule. Et la fistule peut prendre jusqu'à 3 mois et même plus longtemps avant de pouvoir être installée. Donc, il faut commencer tôt. Ensuite, il faut planifier tout délai inattendu. Par exemple, on peut avoir créé une fistule, mais il est possible que votre veine ne veuille pas accepter cette fistule. Et il y aura peut-être une deuxième partie à votre chirurgie, la transposition. Vous avez une bonne veine, mais le chirurgien doit créer une fistule, mais un peu plus tard, il doit y retourner et la ramener à la surface. Donc, ça prend un certain temps. Et parfois, les veines sont trop petites. Il faudra peut-être avoir une greffe. Il s'agit d'un morceau supplémentaire qu'on ajoute à la veine. Et encore une fois, peut-être vous n'avez pas de veine qui puisse recevoir la fistule. Donc, nous devons faire deux choses. D'abord, reviser votre option de dialyse, repenser à la dialyse péritonéale, par exemple. Ou s'il faut faire une hémodialyse, eh bien, il faudra y aller avec un cathéter central, un cathéter veineux central. Donc, vous pouvez voir qu'il faut bien planifier tout ça. Même chose pour la dialyse péritonéale à la maison. Si vous voulez faire cette dialyse péritonéale, il faut vous référer à un chirurgien qui nous donnera un accès à votre corps. Et nous devons vous faire évaluer pour voir si vous pouvez faire cette dialyse péritonéale. Et lorsque le cathéter est placé, il faut attendre encore 4 semaines. Et là, il faut planifier, encore une fois, les circonstances inattendues. Par exemple, il peut y avoir une hernie, qu'elle soit ombilicale ou inguinale. Une hernie, par exemple, qui doit être réparée.
À Scarborough, chaque programme est différent, mais à Scarborough, il faut attendre environ 8 semaines après réparation d'une hernie pour qu'on puisse commencer la dialyse péritonéale. Il peut y avoir également beaucoup de gras abdominal et que la dialyse péritonéale ne soit pas correcte pour vous. Et il y a peut-être aussi beaucoup de tissus cicatriciels, ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir de dialyse péritonéale. Donc, toute cette évaluation, tout ce travail, ça prend un certain temps. Bon, quels sont les soutiens disponibles pour m'aider à prendre une décision? Quand je ne sais pas trop quelle sorte de dialyse je dois choisir, il y a les appuis des pairs, Craig et Angela, ils s'y connaissent bien. Ce sont des gens qui ont connu cette expérience, qui ont connu la maladie, qui sont passés à travers tout ce processus et la dialyse. À Scarborough, nous avons des soutiens qui viennent à la clinique, qui peuvent parler directement aux patients. Vous avez des réunions tous les mercredis, une fois par mois auparavant. Donc, une fois par mois, il y avait cette réunion à laquelle vous pouviez vous joindre pour en apprendre davantage et en apprendre à partir de patients qui avaient vraiment vécu la maladie et tout expérimenté. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais on a encore des rencontres de personne à personne. Craig, par exemple, si j'ai un problème, va prendre des arrangements pour que les patients puissent parler à quelqu'un. Nous avons aussi une série de vidéos qui sont disponibles pour aider les patients. En fait, les patients racontent leur histoire. Les messages de votre équipe de santé aident également les travailleurs sociaux, les médecins, les infirmières sont toujours là pour aider. Un outil qu'on utilise aussi, c'est ce qu'on appelle le Ottawa Patient Decision Aid. C'est une aide à la décision pour le patient qui existe à Ottawa. Donc, par exemple, si vous voulez voyager, il y aura une série de questions que vous allez vous poser. Il y a des choses qui vous aideront à déterminer quelle sorte de dialyse vous pourriez avoir et qu'est-ce que vous pourrez faire et ne pas faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles et qui vous aident à prendre une décision. Quelles sont certaines des raisons pour lesquelles M. Seibert attendait pour se préparer à la dialyse? Souvent, c'est la crainte d'être un fardeau pour la famille, la crainte de voir des changements dans sa vie quotidienne, la crainte de l'inconnu. La dialyse en fait partie. La plupart des patients se sentent encore relativement bien, donc ils ne sont pas prêts à aller de l'avant. Moi, j'ai des patients qui m'ont dit que s'ils avaient une fistule dans le bras, à chaque fois que je vais me regarder le bras, ça va me rappeler que je suis malade ou que je suis en dialyse. Et il y a une perte également de contrôle sur leur vie qui leur fait peur. Est-ce que je vais être la même personne? Ils ont l'impression que leur vie est terminée, tant émotionnellement que physiquement. Parfois, ils ont des idées préconçues, ils ont été mal informés, ils ne savent pas exactement ce qui va se passer lorsqu'ils commenceront leur dialyse et un manque d'appui de la famille. Et dans le cas de M. Seibert, sa femme était fâchée. Elle a appelé, elle a engueulé le médecin. Pourquoi est-ce que vous nous faites ça, etc. Donc, il faut avoir de l'appui pour aller de l'avant. Mais souvent, c'est un fardeau pour la famille, mais c'est vraiment un changement au niveau du rôle à l'intérieur de la famille. Généralement, c'était vous qui vous occupiez des choses, qui faisiez les choses dans la maison. Qu'est-ce que ça va faire quand vous allez commencer la dialyse? Et ça, c'est une des craintes que nos patients ont avant de commencer une dialyse. Alors, quel est le meilleur moment pour commencer la dialyse? Selon la Société canadienne de néphrologie, la dialyse peut être démarrée lorsque la fonction rénale est de moins de 15 lorsqu'il y a un ou plus de symptômes, enflure, nausées, vomissements, perte
perte d'appétit, fatigue, etc. Mais cela change en fonction des personnes et ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Quelqu'un qui a des problèmes cardiaques commencera peut-être sa dialyse alors qu'elle est à 16 ils seront admis régulièrement à l'hôpital à cause de complications cardiaques ou si un patient souffre de diabète. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Mais travaillez avec le néphrologue ou votre équipe de soins pour déterminer à quel moment commencer la dialyse. Faites confiance au jugement du néphrologue ou de la néphrologue. Ils savent quel est le meilleur moment pour commencer une dialyse. Et il y a des raisons. Vous pouvez poser des questions. La plupart du temps, les néphrologues essaieront de faire commencer leurs patients en dialyse lorsque leur fonction rénale est entre 7 et 10 Certains patients peuvent aller même jusqu'à 5 ou 6 mais il faut être prêt. Et quand je dis prêt, ça veut dire d'avoir un accès en place. Si vous avez un accès en place et que vous vous sentez bien, très souvent, selon le programme, et nous avons beaucoup de programmes et chaque programme est individualisé, mais j'ai vu souvent des cas où les patients sont encore capables de ne pas aller en dialyse, mais ils ont une fistule prête. S'ils ont besoin de commencer la dialyse, ils pourront le faire en une journée ou deux. Donc, la préparation est vraiment très importante. Bon, et, il y a des gens qui peuvent faire la dialyse ou préparer le cathéter à l'avance, le mettre sous la peau. Donc, si la dialyse doit être commencée en un jour ou deux, on peut aller rechercher le cathéter et démarrer la dialyse. Quels sont les avantages de commencer la dialyse tôt? Eh bien, si vous êtes très malade, ça va vous prendre plus de temps à récupérer. Vous allez vraiment vous sentir très mal. Ce sera plus long avant que vous vous sentiez mieux. C'est très difficile d'évaluer à quel point vous vous sentez mal jusqu'à ce que la dialyse commence. J'ai des patients qui vous disaient « Oh mon Dieu, ça a été juste quand j'ai commencé la dialyse que j'ai réalisé que je me sentais mieux, j'ai un meilleur appétit, j'ai plus d'énergie. » Donc, c'est très difficile d'évaluer comment quelqu'un se sent. Si vous faites la dialyse à la maison, que ce soit en hémodialyse ou en péritonéale, c'est très difficile d'évaluer quand vous n'allez pas bien. Donc, il faut commencer au bon moment. Quand vous vous sentez encore bien, la formation sera plus facile, vous aurez davantage d'énergie, vous serez en mesure de mieux apprendre et ce sera une expérience plus positive pour vous. Alors, pour éviter d'avoir l'expérience de M. COVID qui s'est présenté à l'hôpital en catastrophe, qui a eu un changement, un début de dialyse en catastrophe. Alors, vous devez profiter de cette opportunité. Vous êtes capable de prendre des décisions quant aux options de dialyse qui vous sont offertes et qu'on puisse préparer l'accès. Je pense que M. COVID était au lit et s'est fait dire, alors qu'il était alité à l'hôpital, qu'il devait commencer la dialyse et il n'était pas prêt. Et là, on devait penser à tout ce qu'il fallait faire. Alors, c'est plus facile quand vous êtes prêt mentalement et physiquement. Et si vous voulez être sur la liste des receveurs potentiels, eh bien, il faut vous préparer pour cette greffe, à moins que vous ayez déjà un donneur. Donc, dès que vous commencez la dialyse, ben, plus rapidement, on peut commencer à vous préparer pour la greffe et à vous mettre sur la liste des receveurs potentiels. Merci. Si vous avez des questions? Moi, c'est la fin de ma présentation. Merci, Paulette. Très bonnes informations que vous avez données à tout le monde. On va prendre des questions si les gens en ont. Alors, maintenant, Paulette va partager son histoire. Je viens de le faire. Oh mon Dieu! Excusez-moi, Angela. Ah, il y a des jours comme ça. C'est correct. Ça va aller mieux, Lisa. Bonjour tout le monde, je suis Angela. Il y a environ 8 ans, on m'a diagnostiqué une insuffisance rénale. Donc, ce que j'ai fait, je suis seule, je suis veuve et mes enfants sont vieux, sont plus avec moi à la maison. Donc, il y a eu des décisions que j'ai dû prendre seule. Et vous savez quoi? J'y ai pensé.
Et je me suis dit, je suis seule, ben, je vais faire ça seule. Alors, j'ai participé à plusieurs présentations sur les reins. La première était sur la dialyse péritonéale, la deuxième était sur l'hémodialyse. Mon objectif, c'était de faire l'hémodialyse à la maison. Et j'ai également assisté à des présentations sur la greffe. Je suis également de près avec la Fondation du Rhin. J'organise des réunions, j'écoute les histoires des gens. Et là, j'ai décidé, et j'aime moi beaucoup voyager. Et mon fils le plus âgé se mariait, j'avais cet événement-là qui s'en venait. Je ne voulais pas avoir de plaie ouverte. J'ai fait le choix d'avoir un cathéter central, donc j'ai décidé d'y aller en hémodialyse. J'ai parlé à mon néphrologue. Il ne m'a jamais parlé de fistules ou des choses dont j'avais entendu parler. Je lui ai dit, vous savez quoi? Moi, je ne vais pas attendre à la dernière minute. Je lui ai demandé quel était le plan. Je lui ai demandé de me référer à un chirurgien vasculaire. Mais ma première tentative de fistule n'a pas bien fonctionné parce qu'il n'était pas capable de trouver de bonne veine. Bon, je suis retournée voir mon néphrologue. J'ai expliqué ce qui se passait. Il m'a dit, eh bien, on pourrait le faire sur ta main droite. Ma main droite est ma main dominante. Et je me suis dit, oh non. Alors, je lui ai demandé de me référer pour une deuxième opinion. J'ai rencontré un deuxième chirurgien vasculaire et il a fait des tests, il a trouvé mes veines, il a fait le travail. Et bien sûr, il faut faire des suivis. Je l'ai fait. Et ma fistule allait bien, je n'avais pas de problème, mais je m'assurais d'aller à tous mes rendez-vous avec l'équipe de chirurgie vasculaire. Je n'étais pas prête à ce moment-là. Je savais que c'était très tôt, mais quand j'ai reçu mon diagnostic, j'étais à 15 mais ce que j'ai appris seul et à écouter les gens, c'est que vos reins peuvent se détériorer très rapidement. Donc, j'étais prête à commencer. Eh bien, dès que ce sera le moment de commencer. Et comme je l'ai dit, j'aime beaucoup voyager. Je suis allée au Costa Rica, je suis allée à Cuba plusieurs fois. Je suis allée 2 fois au Costa Rica. Mon dernier voyage, c'est en Amérique du Sud. Je suis restée 6 semaines là-bas. Tout était génial. Et j'avais prévu des assurances au cas où j'aurais eu des problèmes, mais j'en ai pas eu. Mais bon, en septembre dernier, et voici comment je me sentais. Je savais, dans le plus profond de moi, je savais que le moment était venu. Mais je remettais en doute mes perceptions. Je me disais peut-être que c'était la COVID. Alors, pendant 2 heures et demie, je suis allée me faire tester pour la COVID. C'était négatif. Alors, j'ai appelé mon néphrologue. Il voulait que j'aille à l'urgence. Je n'ai pas voulu y aller à cause de la COVID. Alors, j'ai attendu mon rendez-vous, le rendez-vous que j'avais avec lui à la clinique. Et là, je lui ai dit, écoute, je pense que j'ai besoin de dialyse. Il a regardé mes examens sanguins et il m'a dit, oui, tu en as besoin. Et c'est là que tout a commencé pour moi en dialyse. Bon, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas à l'époque. Je ne savais pas que j'aurais à passer à travers toutes ces choses. Beaucoup de choses ayant trait à la dialyse que j'ai appris à chaque séance. Mais je suis très heureuse d'avoir commencé la dialyse parce que je pensais vraiment en septembre dernier que c'était mon dernier mois de vie sur Terre. Mais là, je suis en santé, je me sens bien, je me sens en santé, je suis prête à voyager. La seule chose, c'est que les destinations que je dois trouver doivent être des endroits où je peux avoir de la dialyse. Donc, et ça, c'est mon histoire. Merci beaucoup, Angela. Merci d'avoir partagé avec nous. Alors, parfois, c'est bien d'être prêt, de regarder votre style de vie, de voir ce qu'il faudra que vous fassiez. Ariel, est-ce que tu peux nous partager ton histoire? Eh, wow, j'ai réussi à avoir le nom d'Ariel correctement.
Bonjour tout le monde. Alors, c'est très personnel pour moi de partager mon histoire. Vivre avec une insuffisance rénale, ça peut être un problème. Je me suis dit, je vais partager parce que ça va peut-être cliquer pour quelqu'un d'autre. Alors, moi, ça a commencé quand on m'a diagnostiqué une néphropathie LGA. C'est assez complexe comme maladie. Ça peut rester silencieux pendant plusieurs années et finalement, vous aurez peut-être du sang ou des protéines dans votre urine. Dans mon cas, ça a été de la protéine. On m'a dit, mais je ne me souviens pas quel était mon taux de créatinine à ce moment-là, mais la créatinine et l'IGA, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais prêté attention. Et on ne m'a pas parlé de dialyse à ce moment-là. Mais je me rappelle qu'on m'a dit de faire attention au sel dans les aliments et on m'a dit de ne pas trop m'inquiéter. Bon, allez. Je ne sentais pas que j'allais mal. Donc, je ne pensais pas que j'avais un problème grave. Je ne sais pas si cette attitude m'a aidé, mais pendant environ 10 ans et plus, ma condition était assez stable. Du moins, c'est ce que moi, je croyais. Mais là, le temps est passé, ma fonction rénale a continué à se détériorer davantage. J'avais des problèmes le matin. J'avais le souffle court quand je prenais une course pour aller prendre l'autobus. Tout le monde autour de moi était en T-shirt, en Bermuda, alors que moi, j'avais froid. Et là, c'est commencé que c'est allé à la clinique des maladies rénales. On m'a alors parlé d'hémodialyse et dialyse péritonéale. Et le même jour, on m'a dit qu'il fallait que je commence à réfléchir aux options de dialyse que je voulais prendre. Je me sentais vraiment mal. C'était trop pour moi. Trop de choses à gérer en même temps. Non, je me disais, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas m'arriver. Je ne voulais pas faire de dialyse. J'étais en déni complet. Et on me disait que quand j'allais commencer la dialyse, la vie allait aller mieux pour moi. Je n'étais pas trop sûre. J'avais peur pour mon emploi, pour mes revenus. Je pense que ce qui était le plus important, c'est que j'avais des gens qui dépendaient de moi. Et je me disais, je ne serais plus capable de le faire. Et là, mon avenir devenait incertain. J'avais peur, j'étais anxieux, j'étais même furieux par moments. Donc, j'ai décidé que j'allais attendre pour la dialyse. On m'a dit à la clinique des maladies rénales que je pouvais faire ça, ça allait réduire la progression de ma maladie. Le membre du personnel à la clinique du Rhin me connaissait bien, mais je disais pourquoi est-ce que ma créatinine est si élevée? Eh bien, même à ce stade-là, même si mes mains, mes pieds enflaient, même si j'avais des démangeaisons partout, même si je faisais de l'insomnie à cause de crampes, je me disais, je vais être capable de renverser les choses et d'éviter la dialyse. Mais un jour, c'est arrivé, j'ai dû commencer la dialyse. J'ai alors fait insérer le cathéter. Le cathéter ne drainait pas correctement. À l'origine, c'était de faire une autre chirurgie pour le cathéter de dialyse péritonéale. Mais à ce moment-là, mes niveaux sanguins étaient très mauvais.
Donc, au lieu d'arranger mon cathéter pour la dialyse péritonéale, ils ont décidé de me mettre un cathéter dans la poitrine. Ils ont fait ça le matin et l'après-midi même, j'avais ma première séance d'hémodialyse. Je ne peux pas vous dire à quel point je me suis sentie mieux après cette première dialyse. J'aurais dû sérieusement commencer beaucoup plus tôt. Alors, j'ai vu tout un changement. Merci, Ariel, d'avoir partagé ton histoire avec nous. On sait ce que c'est de faire un départ en catastrophe. Et j'aurais quelques questions, mais avant de commencer, je vais vous dire s'il y a des gens qui ont des questions, inscrivez-les dans le chat. Mais si on n'a pas le temps d'y répondre, eh bien, nous serons très heureux d'y répondre plus tard. Et vous pourrez toujours contacter la Fondation du Rhin aussi. Et les notes qui sont dans le chat seront également affichées. Alors, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un, si le médecin vous disait aujourd'hui que vous devez commencer la dialyse, quel serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un dans l'auditoire, les gens qui sont ici avec nous, au début de la dialyse? On va commencer, Angela. Angela. Oui, d'abord, comme je l'ai dit, vous devez vous préparer pour ce moment. Vous devez faire confiance aux néphrologues, à toute l'équipe soignante. Vous devez également faire confiance à vos sentiments, comment vous vous sentez. Et vous devez partager avec eux parce que vous allez vous sentir tellement mieux. Thank you very much. Sorry about that. I'm trying to do chat. Merci beaucoup. Ariel, des commentaires à faire? Oui, je suis d'accord avec Angela. Moi, ce que je peux dire, c'est que ne prenez pas votre santé pour acquis. C'est une maladie sérieuse. Il faut travailler avec votre équipe de soins. Et ça doit être une communication réciproque. Si vous voulez avoir le traitement qui vous convient le mieux. Et on a une autre question. Je vais commencer avec Ariel. Pensez-vous avoir pris la bonne décision d'attendre? Eh bien, ce qui est difficile, je dirais que ma décision n'a pas été de retarder la dialyse, n'a pas été la décision la plus sage que j'ai prise. J'ai eu d'autres complications, comme je l'ai expliqué auparavant, maladie cardiaque, par exemple. Plus vous attendez pour commencer la dialyse, plus vous vous exposez à d'autres conséquences beaucoup plus sérieuses qui peuvent être mortelles. Et Angela, est-ce que tu prendrais la même décision aujourd'hui que tu as prise auparavant? Oh oui. C'était le temps. Je le savais au plus profond de moi, même si j'étais prête. J'avais beaucoup de questions, mais j'avais beaucoup confiance en mon néphrologue. En fait, il m'a dit aux infirmières que j'étais têtue, que je ne l'écoutais pas toujours. Je retournais le voir, je posais des questions autant que j'avais besoin de le faire. Je voulais qu'il réponde à toutes mes questions. Oui, Ariel et Angela et Paulette aussi l'a dit dans sa présentation. C'est important qu'on pose des questions. Il n'y a aucune question stupide. Vous ne devriez pas penser que ce que vous allez dire ou penser n'est pas important. Si vous n'avez pas de précision, si vous avez besoin davantage de précision quant à la réponse, peut-être c'est un peu technique parce qu'ils sont habitués, ils le font toujours. Vous pouvez dire, écoutez, expliquez-moi ça de façon compréhensible, expliquez-moi ça en termes profanes. Alors, j'ai une autre question pour vous deux. Je sais que vous aimez beaucoup voyager tous les deux et je pense que c'est très intéressant de voir qu'un d'entre vous a attendu et l'autre s'est préparé pour la dialyse, même si vous aimez voyager. Pourquoi ou pourquoi pas, je ne sais pas. On va commencer avec Angela cette fois-ci. Pourquoi je me suis préparée? Pour ce qui est du voyage, est-ce que tu as
Tu n'as jamais pensé que peut-être tu vas être prise dans un pays où tu ne pourras pas revenir à la maison pour des soins ou... Pour répondre à votre question, mon néphrologue et moi, nous avons discuté. Il ne me permettait que d'aller en avion dans un rayon de 6 heures. Mais aller en Amérique du Sud, c'est 8 heures et j'ai pris cette chance. C'est sûr que j'avais cette crainte. Je me demandais, bon, est-ce que je serais capable de maintenir mon régime, manger des fruits, des légumes frais, et j'avais peur de tomber malade. Oui. Ariel, même question pour vous? Je vais clarifier un peu. Aviez-vous l'impression que si vous attendiez, vous pourriez faire tous vos voyages et ensuite vous ne pourriez plus jamais en faire ou quoi? J'aime beaucoup voyager. J'ai beaucoup voyagé, mais pour un bout de temps, mais j'aime voyager sans problème, sans stress. J'aime voyager léger, partir avec un sac à dos. Hein. Mais j'aime beaucoup explorer, aller faire des vacances en nature et ce genre de choses. Et surtout quand je suis avec mes amis, on fait des trucs de façon spontanée. Souvent, on dévie du plan d'origine. Mais quand vous êtes en dialyse, je peux le faire. Vous devez vous assurer que vous recevez vos traitements de dialyse. Donc, vous avez moins de spontanéité par rapport à avant, ça c'est sûr. Donc, je voulais dire aux gens qui pensent qu'on ne peut plus voyager quand on est sous dialyse. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de bateaux de croisière ou si vous êtes en hémodialyse, comme Angela l'a expliqué, il y a possibilité de prendre des vols sur des bateaux de croisière. Il y a des machines. C'est possible. Il y a des croisières. Je disais donc qu'il y a des façons de faire votre dialyse, votre hémodialyse. Si c'est une dialyse péritonéale, et bon, il y a très longtemps, j'en ai fait déjà, mais ça fait longtemps, je voulais voyager. Je vis à Toronto, j'allais au chutes Niagara et je mettais le sac attaché après le porte-vêtements dans la voiture. Je pouvais quand même voyager. Et moi, j'ai choisi à cause de ma situation de faire de petits voyages, non pas de faire comme Angela et de partir pour 8 heures. Est-ce que vous m'entendez, c'est Paulette? Ah, je ne savais pas que tu étais là. Je ne me vois pas, mais bon. Je voulais simplement dire que le voyage, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Votre équipe vous aidera à planifier tout cela pour faire vos dialyses dans la plupart des endroits. Vous pouvez avoir des fournitures, vous pouvez avoir une lettre qui vous permette d'apporter vos fournitures avec vous également. Même chose en hémodialyse, c'est un peu plus... C'est un défi un peu plus grand parce que, comme je l'ai dit, il faut vous assurer que là où vous allez, on offre l'hémodialyse. Si vous êtes en hémodialyse, il faut tout planifier avant de partir. Vous ne voulez pas simplement partir en espérant que quelqu'un d'autre bout va pouvoir vous permettre de faire votre hémodialyse. Non, il faut faire les arrangements, il faut prévoir les moments où vous recevrez votre hémodialyse. Mais à l'heure actuelle, si vous parlez à votre équipe de soins, si vous allez à l'extérieur, vous faites une hémodialyse là-bas, vous revenez avec vos reçus, vous pouvez avoir vos remboursements de la part du gouvernement pour chacune des séances.
Donc, on veut que la vie continue de façon normale autant que possible et on s'en assure avant que vous commenciez l'hémodialyse. C'est pour ça qu'on voulait vous parler d'avance. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez faire des plans pour pouvoir continuer à vivre votre vie comme avant. Vous aimez voyager, eh bien, on vous donnera la possibilité de le faire avec la dialyse péritonéale qui vous donnera toute flexibilité ou vous pourrez choisir l'hémodialyse et vous pourrez aussi continuer votre vie normalement. Et en terminant, j'aimerais vous demander s'il y a quelque chose, une pensée ou quelque chose que vous aimeriez laisser aux gens avant la fin de la réunion. Angela. Bien sûr. Try not to be. Essayez de ne pas être en déni. D'abord, vous savez que vous avez un problème rénal et en bout de ligne, vous devrez décider quelle sorte de dialyse vous voudrez ou quelle est celle qui vous convient ou celle dont vous avez besoin. Mettez-vous ça dans la tête et une fois que vous l'aurez dans la tête, eh bien, vous serez prête à aller de l'avant. Merci. Do you have any closing thoughts or thoughts you want to leave everybody? Ariel, quelque chose que tu veux dire en terminant? Oui. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je vous dirais que l'acceptation a probablement été la chose la plus difficile pour moi. L'idée que je devais commencer la dialyse. Je pense que c'est fréquent chez la plupart des gens. On a une crainte de l'inconnu, de ce qui va se passer quand on va commencer la dialyse. Mais honnêtement, quand vous commencez, vous vous sentez tellement mieux, mieux que ce que vous pensiez et vous auriez peut-être commencé avant. Et Paulette, des commentaires de clôture? Je vous dirais que d'être prêt, c'est important. Ça vous empêche d'être malade, d'être hospitalisé et ça rend tout cela beaucoup plus facile pour vous. Demandez de l'aide. La Fondation Durant est une ressource incroyable. Il y a beaucoup de soutien pour les gens. Ce sont des gens qui ont vécu ça. Moi, je n'ai jamais été en dialyse. Je n'ai jamais eu un cathéter pour la dialyse péritonéale, mais les gens qui sont volontaires pour la Fondation Durant sont passés par là et peuvent vous parler de leur expérience. Donc, parlez-leur. Merci beaucoup tout le monde et avant de conclure cette séance, je vais vous laisser avec Philippe qui aimerait vous dire certaines choses. Philippe, are you available? I think his microphone is off. Philippe, you're muted. Sorry. Okay. Merci Paulette et tous les participants pour cette présentation très enrichissante sur comment commencer la dialyse. Ça a été très utile d'entendre les histoires de deux patients ainsi que l'expérience de Paulette face à cette décision importante. Une fois de plus, pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau régional de la Fondation du Rhin sur notre site web rhin.ca ou par courriel à programme@rhin.ca ou kidneyprograms.kidney.ca. Nous vous remercions de votre participation et nous allons maintenant reprendre la session générale. Vous pouvez y retourner en fermant cette fenêtre et en cliquant sur le lien figurant dans le courriel que vous avez reçu lors de votre inscription au forum. Nous vous y retrouverons.